RTCI nous réunit. L'invité d'Autour de midi aujourd'hui est Monsieur Charles Ferdinand Nothomb, président de la Fondation Sud-Nord Méditerranée, qui est aussi ministre d'État de Belgique. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors vous représentez donc aujourd'hui la Fondation Sud-Nord Méditerranée. Nous allons parler avec vous du dialogue justement, le dialogue Sud-Nord, le dialogue en Méditerranée. Mais tout d'abord, cette fondation, monsieur Nothomb. Cette fondation est née il y a 13 ans de l'idée qu'il fallait peut-être organiser le dialogue entre le nord et le sud de la Méditerranée autrement que dans une politique de voisinage de l'Europe qui regardait tout son pourtour de l'Ukraine au Maroc, autrement que dans le cadre de la Méditerranée qui mêlait les conflits du Moyen-Orient et le dialogue plus civilisationnel, plus orientable vers le long terme que nous pouvons avoir avec les pays du Sud. Et donc, une origine, c'est le mouvement européen international, qui est un vieux mouvement pluraliste qui regroupe diverses forces politiques et culturelles en Europe. Et à ce moment-là, renaissait la bibliothèque d'Alexandrie, qui avait fait un travail sur la réforme arabe. Et nous avons dit, tiens, on pourrait faire un dialogue sur un pied d'égalité, en évitant le premier piège des Européens, à savoir, nous avons des tas de bonnes idées, une tas de doctrines, on la met sur la table et on dit, voulez-vous parler avec nous de ça? On a dit non, on va parler de ce dont on veut parler de part et d'autre, à partir de deux inspirations, sur un pied d'égalité, et en privilégiant le long terme, et en évitant les conflits du Moyen-Orient, puisque c'est à ce moment-là, nord-sud Méditerranée. Nous avons donc organisé un premier congrès à Alger, en 2006, et c'est à la fin du colloque d'Alger, du congrès d'Alger, que nous avons dit, mais ça a bien marché, ça va continuer, on va faire le prochain en Espagne, sur la rive nord. C'est à ce moment-là que nous avons dit, mais c'est le moment de changer de nom, nous ne sommes plus un mouvement de dialogue nord-sud, comme le sont trop souvent les dialogues, mais nous devenons un mouvement de dialogue sud-nord. Et donc, c'est aussi une caractéristique, c'est qu'on cherche l'inspiration des deux côtés, et sans toujours privilégier le Nord. Nous avons fait 4 congrès. Le premier était sur une vision commune du futur, résolument sur le futur lointain. Le deuxième était sur l'éducation et l'immigration. Le troisième était à Tunis, sur les rapports entre la société civile et les autorités, ce qui était particulièrement à un bon moment, juste après la révolution ici, dans une ambiance très, très pluraliste et ouverte. Et nous avons été très, très heureux de notre congrès de Tunis. Et le 4e vient d'avoir lieu à Milan, sur un tout autre thème, qui est les régions rurales, trop souvent abandonnées au nord et au sud de la Méditerranée. Faut-il pas faire quelque chose de spécial de nos gouvernements et aussi des coopérations avec l'Europe pour les régions rurales, parce qu'on a tendance à les oublier, parce qu'elles sont plus loin, elles sont moins nombreuses et elles ont des problèmes spécifiques. Absolument. Donc c'est à travers plusieurs actions et surtout à travers des congrès que vous essayez d'atteindre cet objectif et d'être un véritable médiateur peut-être aussi entre le Nord et le Sud. Alors par rapport à ce congrès de Milan, rappelons juste qu'il a été aussi co-présidé par une femme du Sud aussi de la Méditerranée et ça je crois aussi c'est important, hein, Monsieur Nothomb. Oui. Nous avons toujours visé la parité dans nos organisations, parité sud et nord, et parité homme-femme. Oui. Tous nos congrès ont toujours été présidés par 2 personnes, coprésidents, qui étaient un nord, un sud, une femme, un homme. Et un homme, un du nord et un du sud, voilà. Voilà. Et donc, Madame Ben Sultan, qui est tunisienne, qui est vice-présidente de notre association, a coprésidé le congrès de Milan sur les problèmes des régions défavorisées et trop souvent oubliées. Et une des conclusions de ce congrès était il faut faire un effort spécial. Et dans cet effort spécial, il faut privilégier l'approche vers les femmes et vers les jeunes. Les jeunes parce qu'ils sont les premiers à partir et donc il faut leur donner une perspective si on veut qu'ils restent. Et les femmes parce que quand les jeunes et les hommes et les jeunes sont partis, ce sont les femmes qui tiennent encore l'agriculture dans les milieux ruraux. Une charge extrêmement lourde pour elles. Et donc c'est elles qui maintiennent la base de la structure économique. Donc il faut aussi spécialement les aider. Très bien. Alors parlons justement de la société civile, Monsieur Nothomb. À quel point c'est important aujourd'hui le rôle que peut jouer la société civile dans le dialogue justement nord-sud et quel regard vous portez-vous sur la société civile tunisienne
dont les structures, ou disons quelques structures ont été primées quand même par un prix Nobel, pour le dialogue aussi. Oui. Effectivement, donc c'est particulièrement un bon endroit de parler du rôle de la société civile ici en Tunisie, parce qu'effectivement, nous avons constaté, le monde entier a pu constater le rôle que la société civile, qui est une chose au contour parfois indéfini, joue dans une évolution politique. Et ici, c'était très net à plusieurs moments de votre évolution politique. La société civile a soit aidé le gouvernement à aller dans le bon sens ou l'empêcher d'aller dans le mauvais sens. Et c'est vrai que ça a été reconnu internationalement par ce prix Nobel qui honore les Tunisiens et qui honore la société civile et le rôle qu'elle a joué. Et donc il faut encourager, mais ce que nous avons aussi voulu dire quand nous nous sommes réunis, c'est que les gouvernements ont besoin d'une société civile active, ils doivent parler avec elle, mais la société civile doit parler avec les gouvernements. L'un doit respecter l'autre. Ce n'est pas le même rôle. Le gouvernement prend des décisions, les applique, et ce n'est pas toujours facile. La société civile peut développer des idées, exprimer des revendications, des objectifs, mais il faut que les deux parlent ensemble. Ce qui est organisé souvent, parfois bien, parfois mal, entre les gouvernements dans le monde et le public en dehors du processus électoral. J'ajoute que la Tunisie a une place particulière dans ce dialogue sud-nord parce qu'elle bénéficie d'un préjugé favorable et positif dans l'Union européenne en général, en Belgique en particulier, deux États de même dimension et ouverts au pluralisme politique. Et nous sommes heureux que dans les négociations actuellement en cours entre la Tunisie et l'Union européenne pour un nouveau traité économique, le gouvernement tunisien souhaitait associer la société civile, ce qui fait que c'est une négociation bipartite, mais elle est tripartite. Je pense que c'est un bel exemple. J'espère qu'il réussira et que d'autres suivront ce bon exemple. Je rappelle à nos auditeurs qu'aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir au midi d'RTCI M. Charles Ferdinand Notan, président de la Fondation Sud-Nord Méditerranée. M. Notan qui est aussi ministre d'État en Belgique. Nous parlons donc du dialogue Sud-Nord, du dialogue en Méditerranée. Alors cet espace commun que nous avons, Monsieur Notan, cet espace qui s'appelle aussi la Méditerranée, certes il y a des enjeux communs, mais aussi des objectifs communs, et notamment des objectifs de sécurité. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que cet espace commun dans lequel nous vivons soit un espace de paix et de liberté? Le problème d'organiser la vie publique se fait par les États. Les États du Sud sont des États indépendants et qui choisissent le chemin qu'ils veulent prendre. Au Nord, nous avons une organisation plus complexe puisque nos États sont organisés dans l'Union européenne, ce qui donne parfois des lenteurs, parce qu'il faut d'abord qu'on se mette d'accord à 28 avant d'avoir une position. Et donc, dans ce qu'on a appelé la politique de voisinage, au début, on a trop cherché à faire des accords globaux qui englobaient les relations, les mêmes types de l'Égypte au Maroc et du Maroc à l'Égypte. Et on a découvert avec le temps qu'il y avait des spécificités profondes et que chacun ne voulait pas entrer dans un moule commun. Donc, un des éléments de la paix qui est recherché, c'est on établit les relations, bien entendu dans un esprit général, nord-sud ou sud-nord Méditerranée, mais non pas en imposant des objectifs communs, mais en traitant pays par pays, chacun a ses spécificités, ses désirs, ses priorités. Ça, c'est un progrès qui a été fait ces dernières années, et notamment depuis un an, du côté européen, dans la politique de voisinage. Bien entendu, les événements, comme on dit, les actes terroristes, ont poussé vers d'autres priorités, vers ne pas supprimer les premières, mais en ajouter, ce qui préoccupe les gouvernements, et appelle aussi des contraintes budgétaires et d'organisation qui sont malvenues pour les gouvernements, qui préféraient organiser la société civile ou l'éducation ou la justice mieux avec ces moyens-là.
Et donc, nous pensons que le fond de la sécurité et de la paix, c'est de bien se comprendre. De se bien comprendre sur le long terme et dans une ambiance générale. On ne peut pas faire un traité pour dire on va se comprendre sur ceci, puis on va se comprendre sur cela, mais il peut y avoir une ambiance générale que j'appelle civilisationnelle, dans laquelle 80% de la civilisation qui prévaut ici et 80% de la civilisation qui prévaut en Europe sont communs, avec 20% de différence. Alors, analysons les différences, voyons ce qui peut faire. N'essayons pas de les supprimer, chacun reste différent. Sinon, et c'est souvent le plus lourd qui essaye d'imposer à celui qui est le moins lourd. Essayons toujours de maintenir ce pied d'égalité et l'inspiration commune. C'est vraiment le but de notre fondation. Surtout que l'histoire nous apprend beaucoup de choses sur le vivre ensemble. L'histoire de la Méditerranée, en l'occurrence, qui a été caractérisée par un nombre important de conflits et de guerres, des guerres qui ont parfois duré des siècles, comme les guerres puniques, mais il n'y avait pas eu que les massacres, que le sang en Méditerranée. Les guerres ont toujours été suivies de longues périodes de paix. Et ce sont des périodes où les populations se sont mélangées, des périodes aussi qui ont été très prospères des deux côtés. Donc l'histoire nous apprend aussi beaucoup de choses. Il y a plusieurs leçons à tirer de l'histoire de la Méditerranée. Effectivement, et depuis 50 ans, entre le nord et le sud de la Méditerranée règne la paix. Et donc on doit construire la compréhension, puis la collaboration, et puis la recherche commune de la prospérité. Mais donc c'est vrai, on a bénéficier de 50 ans d'absence de conflits d'État à État. Il reste alors des conflits sociaux et des conflits idéologiques ou des mouvements qui essayent de casser la paix. Mais pour le moment, les États veulent maintenir la paix et essayent de faire le nécessaire. Et nous sommes toujours avec notre invité, l'invité d'Autour de Midi ce jeudi, qui est Monsieur Charles Ferdinand Nothomb, président de la Fondation Sud-Nord Méditerranée, qui est aussi ministre d'État de Belgique et ancien ministre des Affaires étrangères. Alors Monsieur Nothomb, nous avons parlé, juste avant la chanson, nous avons parlé de la Fondation, de l'importance du dialogue et de la coopération. Alors la coopération économique est certainement aussi un facteur de paix, la coopération entre les peuples, la coordination des intérêts, des échanges. Est-ce que ce volet, cette coopération économique, prend de plus en plus d'ampleur ces dernières années, ou est-ce que on tend aujourd'hui vers plus de fermeture, si je peux dire? Est-ce qu'on tend vers une zone de prospérité partagée, ou est-ce que les sociétés sont en train de se fermer de plus en plus? Mais ici aussi, il y a différenciation. C'est aussi le changement de l'attitude de l'Union européenne qui ne veut plus imposer son mode de coopération à tout le monde suivant le même mode, mais donc qui a dit mais nous devons adapter notre coopération aux objectifs que poursuivent les États avec lesquels nous coopérons. Parce que la question se pose de plus en plus ces derniers temps, si je peux dire, ou ces derniers mois, après le Brexit, après les élections américaines et la victoire de Donald Trump. Donc, on pense que c'est peut-être un signe c'est un signe peut-être que le monde change de tendance et qu'on va peut-être plus vers de la xénophobie, plus de racisme, plus de frontières peut-être aussi. Oui, c'est exact. La tendance était en Europe d'abord, dans la Méditerranée ensuite, en disant supprimons les frontières, on voit qu'elles sont toujours là. Et on peut regretter que dans la période de paix, il n'y a pas eu plus de facilité pour les personnes de traverser la Méditerranée dans les deux sens, ce qui favorisait le dialogue. Encore aujourd'hui, nous avons des problèmes avec les visas quand on veut organiser quelque chose en Europe avec les amis du Maghreb ou d'Égypte. Il y a des problèmes de visa qui se posent. Ça ne favorise pas la symbiose, la coopération, la compréhension. Donc, il faut surmonter cela. Le droit à la différence. Et le droit à la différence. Mais ça, c'est une attitude. Mais c'est vrai ce que vous dites. On sent dans le monde une espèce de xénophobie ou de nationalisme ou de repli sur soi qui s'exprime, pas à l'unanimité, mais enfin qui fait des majorités à un moment donné en Angleterre d'1 ou 2%, ou aux États-Unis d'1 ou 2%, mais qui semble pousser vers repli sur soi. Est-ce que c'est inquiétant? Ça, c'est inquiétant. En Europe, ça existe aussi.
pas dans la majeure partie des grands États, mais dans un certain nombre d'États d'Europe qui veulent garder leur identité, mais leur autonomie, parfois qu'ils ont réacquise il y a 20 ans. Mais on peut dire que dans tous nos pays, il y a de l'inquiétude, mais encore largement une majorité qui dit nous devons rester ouverts, d'abord ouverts entre nous, ouverts vers l'extérieur, et aussi ouverts aux gens qui fuient soit la guerre, soit la pauvreté, et il faut qu'on les accueille. Donc ça reste la doctrine principale, mais faut-il le dire avec des exceptions désagréables, soit dans un ou l'autre pays, soit dans des expressions de mouvements politiques xénophobes, dont les États, les gouvernements doivent tenir compte. Et donc, dans notre mouvement où nous avons traité des migrations en 2009 à Alicante, on a parlé d'éducation et migration, pour dire mais de plus en plus de gens éduqués, il faut aussi qu'on puisse bouger. Une bonne migration serait celle qui serait organisée. On dirait autant de conditions qui existent, et voilà tel quota qui peut être fait, qu'on puisse se préparer à une migration et pas venir dans le désordre du départ, mais aussi le désordre de l'arrivée. C'est ce qu'on a connu ces derniers mois en Europe. On est un petit peu mieux organisé maintenant qu'il y a quelques mois, mais ça ne reste pas parfait. Et nous nous disputons entre nous en Europe, avec des États plus xénophobes et des États plus ouverts. Et nous sommes évidemment dans le camp de l'ouverture et de la compréhension. Alors nous allons parler justement de l'aspect politique, de sécurité, du volet économique, mais il y a certainement une autre coopération qui elle aussi permet le rapprochement des peuples, c'est la coopération culturelle. Elle est évidemment fondamentale, mais je vous citerai des paroles d'un des directeurs de la fondation Anna Lindh, qui a été créée autour de la Méditerranée pour faire les échanges culturels. Et c'est pas l'actuel, c'était il y a une dizaine d'années. Il a dit, mais comment voulez-vous, M. Schoftaler, c'était un Allemand, et comment voulez-vous que nous réussissions à promouvoir la coopération culturelle? Nous faisons des expositions, des concerts, des éditions, etc. Et puis le soir à la télévision, il y a un attentat, une brutalité, une vengeance, et donc nos efforts culturels sont détruits par l'actualité violente. Alors, donc, dans l'effort culturel, il faut mettre la culture de la paix et de la compréhension. Et peut-être, ça c'est une idée qui m'est personnelle, que dans les médias, notamment occidentaux, on donne moins d'écho à la violence ou aux violences qui sont très ponctuelles, mais qui remplissent nos journaux, et qui impressionnent nos populations. Sinon, nous sommes menacés, parce qu'il y a eu un attentat ici ou un attentat là. C'est bien le but des auteurs d'attentats, c'est d'inquiéter tout le monde. Mais nos médias consacrent énormément de place à ça. C'est normal puisque le lecteur veut s'informer. Mais quant à transmettre des messages culturels plus fondamentaux, ou plus délicats, ou plus raffinés, c'est difficile parce que l'appétence n'est pas grande. Et donc ça, c'est dans l'effort de compréhension, on doit intégrer plus d'efforts d'échanges culturels au sens large. Ça, moi, je les appelle civilisationnels. On a tendance à penser culturel, c'est de la peinture, de la sculpture, de la musique et de la littérature. Non, c'est les attitudes de civilisation qu'il y a dans la religion, c'est aussi un élément essentiel de la culture. La religion est un élément essentiel de nos cultures, tant au sud qu'au nord. Est-ce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'un vrai dialogue interreligieux ? Oui, mais paradoxalement, il existe. Les autorités religieuses se réunissent, se parlent, proclament la paix, la collaboration. Loin des grands médias et de l'opinion publique. Voilà. Et d'autre part, ceux qui sont inquiets ou qui veulent s'opposer au courant dominant se réfugient dans des valeurs religieuses pour dire il y a incompatibilité, nous devons nous opposer au nom de ces valeurs-là. Ce qui est tout le contraire de ce que disent les messages et de ce que disent les autorités. Néanmoins, des gens, je m'excuse, moins intelligents se laissent prendre par des slogans
soi-disant d'inspiration religieuse ou exclusivement centrée sur la violence et sur l'opposition aux autres. Donc il y a les efforts, mais il y a aussi, si j'ai bien compris, une volonté de compréhension mutuelle. Je pense qu'il y a globalement une macro-volonté de compréhension. Aujourd'hui, par exemple, en Europe, il y a à la fois de l'inquiétude vis-à-vis de positions dites islamistes, mais aussi un grand intérêt pour l'islam. Il y a partout des cours de vulgarisation, d'explication, et beaucoup de gens les suivent, ils veulent comprendre. Un peu parce qu'ils sont inquiets, mais un peu parce qu'ils voient que c'est une grande civilisation qui n'est pas loin d'eux et dont ils ne comprennent rien. Donc, voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses positives, il faut les souligner. Absolument. Alors, on ne peut pas évoquer justement la question du dialogue et de la paix en Méditerranée sans parler d'un drame qui se passe au cœur de la Méditerranée, la cause palestinienne. Donc, c'est vrai, la Méditerranée, c'est le sud, c'est le nord, mais c'est aussi la Méditerranée orientale. Et c'est vrai que tous les États ont été libérés de l'occupation, sauf l'État palestinien. Est-ce que cette question, qui fait l'unanimité chez le monde arabe, qui peut-être divise les États européens, est-ce que ça freine le dialogue et la paix en Méditerranée ? Bon, alors, d'abord, pour expliquer la position de notre fondation, nous qui sommes intéressés au dialogue avec le monde arabe, nous découvrons que en notre sein, dans nos différents pays et entre les différents pays d'Europe, il y a des différences d'appréciation. Moi-même, j'étais ministre des Affaires étrangères en 1981, quand on a lancé la première position commune de l'Union européenne sur la Palestine, qui était favorable à la reconnaissance du fait palestinien, mais on doit bien voir que ça n'a pas produit les effets d'apaisement que l'on espérait. Donc nous disons, le dialogue de fond est essentiel. Ça ne veut pas dire que le dialogue précis, qui est entre les mains des diplomates ou des gens sur le terrain, n'est pas fort important. Dans un pays comme la Belgique, qui est bien loin d'avoir des vues impérialistes, l'opinion est divisée. Il y a énormément de mouvements pro-palestiniens, même qui ne sont pas d'inspiration arabe, ils sont simplement au nom de la justice, au nom de la compréhension. Mais souvent, cela absorbe la volonté de s'intéresser au monde arabe et polariser là-dessus. Et nous devons bien constater que la paix, qu'on espère depuis 50 ans, mais spécialement depuis 20 ans, elle n'est pas là. Et donc c'est pour ça que nous avons voulu dire, nous voulons faire un mouvement de dialogue sud-nord Méditerranée pour éviter ce conflit qui mine toutes les politiques méditerranéennes. Vous savez bien que quand la Fondation Annaline, ou quand l'Union pour la Méditerranée doit se réunir dans certains pays du Sud, on dit « Ah, mais si Israël vient, on ne se réunit pas ». Bon, c'est pas comme ça qu'on fait mais nous avons voulu contourner cette difficulté. Et nous sommes bienvenus, enfin nous avons le sentiment qu'on est bien reçu quand on vient au nom du dialogue sud-nord ou nord-sud Méditerranée. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas militer, et que beaucoup d'entre nous militent dans des camps politiques en Belgique qui revendiquent avec le peuple palestinien la liberté, de l'égalité, un État propre, etc. Et nos États sont divisés, nos gouvernements sont divisés, mais pas une double diplomatie, mais une diplomatie de l'équilibre. Nous ne sommes pas maîtres sur le terrain, la paix doit se faire sur place. Très bien. Alors nous arrivons presque à la fin de cet entretien avec Monsieur Charles Ferdinand Nothomb, président de la Fondation Sud-Nord Méditerranée. Et donc on va terminer justement, revenir à la Fondation et terminer donc avec cette Fondation. Vos projets pour le futur, Monsieur Nothomb, il y a un congrès qui s'annonce pour 2018 ? Oui, vous voulez un scoop, parce que nous sommes en train d'en ébaucher les contours. Comme nous avons fait une série de congrès, que maintenant, après les zones rurales, on a insisté sur le rôle des femmes, la tendance est de dire faisons quelque chose avec les jeunes. Ça ne va pas être facile, mais c'est quand même l'avenir. C'est là que se dessinent les tendances. Donc nous devrons bien faire un congrès qui permette à beaucoup de jeunes de se rencontrer, à la jeunesse organisée, à la jeunesse non organisée,
mais on organise des contacts seulement avec les gens qui sont organisés. Il y a des mouvements de jeunesse au nord et au sud, il y a des mouvements de jeunesse politique au nord et au sud. Si on pouvait un jour faire un grand débat ensemble, comprendre même où sont les différences, mais si on se l'explique, et les jeunes peuvent s'expliquer franchement, parfois avec des mots différents des messieurs âgés, je pense que ça fera beaucoup de bien. Et nous suivrons certainement avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Monsieur Charles Ferdinand Nothomb, président de la Fondation Sud-Nord Méditerranée. Je rappelle que vous êtes aussi ministre d'État de Belgique et ancien ministre des Affaires étrangères. Merci d'avoir été parmi nous. Merci. RTCI nous